Bonjour et bienvenue dans Histoire et gastronomie. On se retrouve 2 fois par mois pour parler d'histoire de la gastronomie. Influence, histoire vraie, mondialisation et dates clés sont les 4 séries développées dans ce podcast. Mon intention est de faire toute la lumière et de rétablir la vérité sur les thématiques abordées en m'appuyant sur des références historiques et non sur les anecdotes qui forgent les légendes. Je suis Yves Rouèche, historien et auteur culinaire. Je vous souhaite une belle écoute. Pierre Cubat était un cuisinier de l'Aude, formé par un disciple du grand Antonin Carême, Adolphe Dugleret, au Café Anglais à Paris, dans les années 1860. Un formidable concours de circonstances lui ouvrit les portes des cuisines de la cour impériale de Russie. Mais sa réussite, il ne l'a due qu'à lui-même, car travailler au service du tsar n'était pas une mince affaire. Pierre Cubat œuvra pendant 40 ans auprès des 3 derniers tsars, Alexandre II, Alexandre III et Nicolas II. C'est la formidable aventure de Pierre Cubat dans les cuisines de la cour impériale de Russie que nous allons découvrir dans ce podcast. Avant de découvrir le rôle joué par Pierre Cubat à la cour impériale de Russie, nous allons brosser le tableau de la Russie des XVIIe et XVIIIe siècles et le chemin parcouru par ce pays et ses dirigeants pour en faire un État moderne. La dynastie des Romanov régna sur la Russie 3 siècles durant, de 1613 à 1917. 15 souverains, dont 3 femmes, construisirent un empire devenu le pays le plus étendu au monde, ce qu'il est encore aujourd'hui. Pierre le Grand, Catherine II, Alexandre II comptèrent parmi les personnalités les plus brillantes de l'histoire universelle qui permirent à la Russie de devenir une grande puissance européenne puis mondiale. Au début du XVIIIe siècle, le 3e tsar de la dynastie des Romanov, Pierre Ier, plus connu sous le nom de Pierre le Grand, après avoir effectué un grand voyage en Europe occidentale et constaté le grave retard de son pays sur le reste du continent, décida de changer le cours de l'histoire de son pays pour en faire une puissance européenne. Il joua ainsi un rôle fondamental dans la construction d'un État russe moderne en remplaçant l'ancienne capitale de Russie, Moscou, par Saint-Pétersbourg, ville qu'il fonda en 1703. Il s'efforça alors de rapprocher son pays des mœurs occidentales, quitte à sacrifier les fondements patriarcaux de l'antique Russie. Il contraignit les nobles à se couper la barbe, à porter des costumes européens et à aller étudier en Occident. Il en résulta qu'au XVIIIe siècle, dans les réunions mondaines de l'aristocratie, on prit l'habitude de s'exprimer dans des langues étrangères et tout particulièrement en français. Au même moment, Louis XIV régnait sur la France. Versailles était le centre du monde et son éclat rayonnait sur toute l'Europe. L'ambassadeur de Russie en France décrivit à Pierre le Grand la beauté des châteaux, des tableaux, des tapisseries et des ornements en France. Pierre le Grand se vit envoyer les plans des plus beaux palais et fit construire le palais de Peterhof à l'imitation du château de Versailles. Il était fasciné par la France qu'il visita en 1717. Alors que la langue française était universelle, celle-ci devint également la langue non officielle de l'aristocratie russe. 4 ans avant sa mort, en 1721, le Sénat de Russie lui accorda le titre d'empereur de toutes les Russies, qui remplaça le traditionnel titre de tsar qui lui était jusque-là accordé, manifestant ainsi sa fascination pour l'Europe occidentale. En 1762, ce fut Catherine II, dite Catherine la Grande, qui s'empara du pouvoir et devint impératrice de Russie. Elle poursuivit l'urbanisation de Saint-Pétersbourg, lança de grands chantiers et occidentalisa le pays en faisant venir des étrangers. Catherine II était une souveraine instruite, parlant l'allemand, le français et le russe, qui voit une véritable passion à la lecture et à la culture française. En souveraine éclairée, elle était fascinée par les pensées des Lumières. Elle correspondait avec les philosophes et tout particulièrement avec Voltaire. Toutefois, horrifiée par la Révolution française, elle se méfia alors de leurs idées et interdit les ouvrages et les auteurs des Lumières en Russie. C'est dans ce contexte du XVIIIe siècle où la culture française était la référence européenne que nombre de Français émigrèrent vers la Russie. Des colonies de commerçants, artisans, artistes, professeurs et précepteurs s'enracinèrent à Moscou et surtout à Saint-Pétersbourg. Mais aussi des modistes, perruquiers, cuisiniers, valets de chambre et professeurs de français qui travaillaient au service des grandes familles nobles russes. À la Révolution française, la Russie accueillit les ecclésiastiques, les aristocrates et monarchistes français ayant quitté leur pays pour éviter de périr.
Il y eut jusqu'à 15 000 émigrés français en Russie. Certains devinrent précepteurs pour de riches familles et enseignèrent aux enfants nobles la danse et l'escrime. Le français, utilisé par tous les nobles, était une langue de courtoisie. Ainsi, 90% des lettres adressées à des femmes par le poète russe Alexandre Pouchkine étaient rédigées en français. La popularité du français décrut à compter des campagnes napoléoniennes. Le patriotisme russe poussa les nobles à revenir progressivement à leur langue natale. Au XIXe siècle, 5 tsars se succédèrent à la tête de la Russie. Alexandre Ier, Nicolas Ier, Alexandre II, Alexandre III et Nicolas II. Au début du XXe siècle, après la signature d'un accord d'assistance mutuelle contre la Triplice, une alliance constituée par l'Allemagne, l'Italie et l'Autriche-Hongrie, en 1892, il y eut plusieurs visites du tsar Nicolas II en France et des présidents français en Russie. L'alliance franco-russe brillait de tous ses feux. Non seulement la France finança la modernisation de la Russie, mais près de 80 000 Français, des artisans, des commerçants, ingénieurs, partirent s'installer en Russie en l'espace de 10 ans. L'alliance franco-russe prit fin en 1917, quand elle fut dénoncée unilatéralement par le gouvernement russe installé à la suite de la Révolution d'octobre. Après avoir planté le décor et décrit l'occidentalisation de la Russie depuis Pierre Ier, venons-en au véritable objet de notre podcast, le rôle joué par Pierre Cuba à la cour de Russie et tout particulièrement en matière de cuisine, puisqu'il a servi 3 tsars sur une période de 40 ans entre 1872 et 1914. Pierre Cuba se retrouva à la cour des Romanov à la suite d'un étonnant concours de circonstances. Issu d'une famille de cuisiniers et originaire de la petite station balnéaire d'Allais-les-Bains, dans l'Aude, où il naquit en 1844, il fit ses études à Carcassonne avant de partir pour la capitale. Le jeune Pierre Cuba travaillait au Café Anglais lorsque, le 7 juin 1867, se tint dans cet établissement légendaire le dîner des 3 empereurs, réunissant Napoléon III, le tsar Alexandre II et le tsarévitch, futur Alexandre III, le Kaiser Guillaume Ier de Prusse et son chancelier Bismarck à l'occasion de l'exposition universelle de Paris. Pierre Cuba, qui faisait alors partie de la brigade du chef du Café Anglais, Adolphe Dugléré, participa à la préparation d'un dîner pour 3 des plus importants dirigeants européens. Ils étaient réunis pour l'exposition universelle, mais aussi pour célébrer un événement exceptionnel. La veille, le tsar Alexandre II avait échappé à un attentat commis au bois de Boulogne à son encontre par un exilé polonais. Ce dîner resta dans les annales, comme le dîner des 3 empereurs, au cours duquel furent servis 16 plats et qui coûta la modique somme de 400 francs par personne, soit environ 9 000 € par personne aujourd'hui. À cette occasion exceptionnelle, il leur fut servi pour les potages à l'impératrice et potage fontange pour les relevés, soufflé à la reine, filet de sole à la vénitienne, escalope de turbot au gratin et sel de mouton, purée bretonne. Pour les entrées, poulet à la portugaise, pâté chaud de caille, homard à la parisienne et sorbet au champagne. Pour les rots, caneton à la rouennaise et ortolan sur canapé. Pour les entremets, aubergines à l'espagnol, asperges en branches et cassolettes princesse. Enfin, pour le dessert, bombes glacées et fruits. Ce somptueux menu fut accompagné d'un Madère 1810, Jerez 1821, Château Yquem 1847, Chambertin 1846, Château Margaux 1847, Château Latour 1847, Château Laffitte 1848 et Champagne Louis Roederer. Après 8 heures d'agape et de cigares entre tous les plats, le tsar Alexandre II déplora de ne pas avoir goûté de foie gras. Le chef Adolphe Dugléré lui répondit que ce n'était malheureusement pas la coutume de servir du foie gras en juin. Mais en octobre suivant, il lui fit parvenir 3 terrines de foie gras d'oie marinées au porto et truffées. Le café anglais était assidûment fréquenté par les grands-ducs de Russie, les héritiers du tsar, lors de leur passage dans la capitale. Pierre Cuba se fit remarquer par l'un des grands-ducs qui l'incita à se rendre à Saint-Pétersbourg. En 1872, Pierre Cuba partit pour Saint-Pétersbourg, où il travailla quelque temps chez Borel, un cuisinier de l'Aude installé depuis 1840 et en parallèle comme maître d'hôtel chez le comte de Fersen, l'un des plus grands gourmets de Russie. Il se mit ensuite au service de la grande-duchesse Marie et du prince Bariatinski, grand écuyer de la cour. En 1873, le prince le recommanda auprès du tsar Alexandre II pour occuper le poste vacant de chef de cuisine au palais impérial. Cela dit, la recommandation ne suffisait pas, car pour occuper un tel poste, il lui fallut encore reporter le concours de cuisine organisé au palais impérial entre 3 candidats. Chacun à leur tour
Ils préparèrent 2 déjeuners et 2 dîners servis au tsar. À l'issue du concours, le temps des résultats était venu. Le tsar fit appeler Pierre Cubat pour lui annoncer solennellement « À compter de ce jour, vous êtes mon chef cuisinier ». La carrière de Pierre Cubat en Russie était lancée. C'est ainsi que Pierre Cubat commença à officier au Palais d'Hiver en tant que chef des cuisines de la cour de Russie et qu'il régna pendant 40 ans sur les cuisines les plus riches du monde. Les cuisines impériales obéissaient à une hiérarchie stricte et relevaient d'une organisation quasi militaire sous la supervision du maréchal de la cour impériale. Elles étaient constituées de centaines de personnes permettant à la cour de fonctionner et de s'alimenter. Ces cuisines étaient organisées en 3 divisions. La section cuisine avec 140 personnes, dont 7 chefs de cuisine, 24 cuisiniers et 116 aides cuisiniers qui s'affairaient dans des cuisines gigantesques équipées de fourneaux, chaudières, aquariums et glacières où étaient conservés les légumes, poissons, caviar, crème et beurre. De nombreuses pièces permettaient de stocker l'argenterie, la vaisselle, la verrerie et le linge de cuisine. Des serres chauffées avaient été installées dans chaque résidence impériale afin de produire les meilleurs fruits et parfois même des fraises dès le début du printemps. La section confiserie, forte d'une vingtaine de personnes, chargée de préparer la fameuse crème glacée du palais et les bonbons que l'on retrouvait sur les tables et buffets. La section vin et boissons, constituée de 14 personnes, avait en charge l'approvisionnement de la cave impériale avec les meilleurs crus de Bordeaux, Madère, Jerez et de Champagne. Pierre Cubat s'aperçut très vite qu'il n'avait pas les mains libres pour gérer ses cuisines comme il l'aurait voulu. Tous ses personnels étaient sélectionnés avec une minutie toute particulière. Ils relevaient d'une véritable caste au sein de laquelle s'opérait un système de passation institutionnalisé. Les parents parrainaient leurs enfants, déjà familiers au palais, qui parrainaient à leur tour les leurs. Certes, les compétences culinaires étaient nécessaires et évaluées, mais les principaux critères étaient la fiabilité et la loyauté. Tous les personnels étaient étroitement surveillés par l'Okhrana, la police politique du palais, et les menus étaient supervisés par des médecins afin d'éviter à la fois les attentats et les tentatives d'empoisonnement. Afin de parfaire la surveillance, les personnels vivaient sur place. Les cuisines étaient souvent éloignées des pièces de réception afin de limiter les nuisances et les odeurs pour les convives. Cette distance entre le lieu de préparation des plats et celui où mangeaient les convives avait pour principal inconvénient que les plats servis arrivaient souvent tièdes ou froids. Ainsi, au palais Alexandre de Tsarskoïe-Selo, Pierre Cubat résolut le problème en mettant en place un tunnel pour accélérer l'arrivée des plats. Au palais impérial de Livadia en Crimée, ce fut un train électrique qui fut installé et à la résidence impériale de Peterhof, un monte-plat dissimulé dans un placard qui permettait aux plats d'arriver chauds sur la table du tsar. Pierre Cubat et sa brigade accompagnaient le tsar dans tous ses déplacements, même à la chasse où il se déplaçait avec un fourneau mobile pour cuisiner en pleine forêt avec le même niveau de qualité qu'au palais. Parfois, les déplacements se faisaient dans des lieux éloignés, à Bieloveskaïa, Pushka ou à Spala près de Varsovie. En général, il était prévenu la veille et la destination, pour des raisons de sécurité, n'était connue que le jour même. Le tsar se déplaçait alors en train. Un train complet lui était réservé et 3 autres trains étaient nécessaires pour transporter tous les vivres et le matériel de cuisine, dont les fourneaux de campagne qui pesaient très lourd et prenaient une place considérable, ainsi que le charbon pour les alimenter. Quand le tsar se déplaçait, c'était toute une ville qui partait avec lui. Le train réservé au tsar, sa famille, les grands-ducs et leurs enfants comptaient 11 wagons, dont un wagon atelier, un wagon cuisine, un wagon réservé à la garde impériale et un autre pour les serviteurs. Il y en avait même un qui servait d'église. Pierre Cubat ne connaissait jamais vraiment le nombre des invités qui pouvaient aussi bien être 25 que 90. C'était à lui de s'adapter, de prévoir les quantités nécessaires pour que la table du tsar ne manque de rien. Comme le tsar tenait à manger à la chasse comme au palais, il fallait emporter toutes les matières premières pour tenir 1 à 2 semaines afin de satisfaire 50 à 100 personnes. Les truites, les sterlets, les huîtres d'Ostende, les poulardes du Mans, les gélinottes et les truffes ne manquaient jamais. Pour satisfaire une telle assemblée, pendant le temps imparti, il fallait aussi prévoir des quantités faramineuses de bouteilles de vin et d'alcool pour accompagner les repas. Madère, sherry, vodka, porto, champagne, cognac. Les menus étaient servis à la française, avec quelques plats emblématiques comme le potage de crème de champignons aux haricots rouges, la culotte de bœuf à la Fersen, le poulet en gelée à la russe, les suprêmes de violette à l'Alexandre II, la gélinotte rôtie à la russe, les œufs de caille sous la sente sauce champagne, les huîtres à la russe et les fraises Romanov créées par Antonin Carême pour Alexandre Ier. Contrairement à son père, Alexandre II était un gourmet.
Lorsqu'il était à la chasse, il adorait manger ce qu'il tuait, et ce, tout de suite. Ainsi, mettait-il de côté les cérémonies impériales de présentation des trophées pour déguster de la viande d'ours ou du foie d'ours entier rôti sur un feu de camp. Pierre Cubat avait inventé un plat mémorable, exclusivement réservé au tsar Alexandre II, la pâte d'ours à la gelée de groseille. Un soir de chasse, le menu pouvait se constituer ainsi: huîtres d'Ostende, potage Pierre le Grand, filet de sole Cubat, filet de bœuf Talleyrand, rôti, caneton de Rouen, chaud-froid de Gélinotte, salade, faux d'artichaut piémontaise, bombe vénitienne, fruits et desserts. Malheureusement, le tsar Alexandre II fut assassiné le 13 mars 1881 dans un attentat devant le palais d'hiver à Saint-Pétersbourg. C'était une mauvaise nouvelle pour Pierre Cubat, qui avait toute la confiance du tsar, d'autant plus qu'Alexandre III n'était pas un gourmet et était tout l'opposé de son père. Après ces événements, tous les employés du palais furent renvoyés, sauf Pierre Cubat, qui continua à servir le nouveau tsar, Alexandre III, pendant 2 ans encore. Cependant, le sort de Pierre Cubat fut scellé en 1882 pour une banale histoire d'images pieuses. Fervente catholique, l'impératrice lui remit des images pieuses destinées à l'ensemble des cuisiniers de sa brigade. Mais celui-ci, qui avait d'autres chats à fouetter à ce moment-là, les balança dans la cheminée. Les images pieuses et leurs effigies périrent brûlées vives. Lorsque l'impératrice s'enquit du devenir de ces images et qu'elle découvrit ce qu'il en avait fait, elle entra dans une rage folle. Il venait de commettre un crime impardonnable, un crime de lèse-majesté. Comme tous les crimes devaient être punis, il présenta aussitôt sa démission. Il était temps pour lui de rentrer au pays. Il fut remplacé par un autre cuisinier, Eugène Krantz, qui resta au service d'Alexandre III jusqu'à sa mort en 1892. C'est ainsi que Pierre Cubat quitta les cuisines impériales une première fois pour retourner à l'Aix-les-Bains et se lancer dans de nouvelles aventures. De retour à l'Aix-les-Bains, Pierre Cubat se lança dans la viticulture. Malheureusement, les ravages du phylloxéra ruinèrent tous ses efforts. Il décida alors de repartir pour Saint-Pétersbourg pour y créer un restaurant français. En 1887, il reprit l'ancien restaurant Borel, rebaptisé Café de Paris, sur le fronton duquel il inscrivit son nom en grand. Rapidement, le restaurant Cubat fut considéré comme le temple de la gastronomie française à Saint-Pétersbourg, fréquenté par les artistes, acteurs, écrivains, industriels, diplomates, princes et grands-ducs de Russie. Le menu d'un dîner au Café de Paris, daté du 19 octobre 1903, proposait hors d'œuvre, petite marmite Pierre le Grand, petit pâté, turbo sauce Joinville, agneau de lait au risotto truffé, artichaut sauce mousseline, poularde flanquée de bécasse, salade, concombre, poire à l'ananas et un gâteau millefeuille. Véritable centre mondain, le Café de Paris organisait de grands dîners en l'honneur de personnalités, comme celui donné en l'honneur de la danseuse américaine Isadora Duncan en 1906, ou pour les 20 ans de carrière sur la scène impériale de la danseuse étoile Mathilde Tchessinska, petite amie du tsarevitch Nicolas II. Fort de son succès, Pierre Cubat inversa son concept et créa en 1895 un restaurant russe à Paris. Il transforma l'hôtel de la Païva sur l'avenue des Champs-Élysées en restaurant avec, à nouveau, son nom qui figurait en grand sur la façade. Le service luxueux, la haute cuisine française, combinée à la vieille cuisine russe, attirèrent l'aristocratie russe et les membres de la famille impériale de passage à Paris. Pierre Cubat était un chef respecté qui faisait lui-même ses courses aux halles centrales. Il ne souriait jamais, il parlait peu, mais à bon escient, qui plus est d'une voix de stentor qui n'invitait pas à la controverse. Il donnait des fêtes pantagruéliques en son hôtel de la Païva à Paris. La revue culinaire du 27 décembre 1922 précisait que pour une fête donnée par le roi Milan de Serbie pour 30 personnes, le chef prépara un esturgeon froid entier de 3 mètres de longueur, comme pièce de centre de table, plat qui nécessita la fabrication d'une poissonnière tout aussi gigantesque pour sa cuisson. Le 7 octobre 1896, Nicolas II posa la première pierre du pont Alexandre III à Paris, symbole de l'alliance franco-russe. Ce pont reliait le Petit Palais au Grand Palais construit pour l'exposition universelle de 1900. La foule en liesse fêtait le tsar dans Paris. On proposa d'appeler Olga toutes les filles nées en ce mois d'octobre 1896 en l'honneur de la grande duchesse Olga, fille aînée du tsar, née l'année précédente. On vit aussi apparaître toute une série de babioles à l'effigie du tsar, ou lui faisant référence comme les bonbons tsar ou les savons tsar. À cette occasion, Pierre Cubat installa une grande banderole de bienvenue au tsar sur la façade de son restaurant. Pour attirer davantage son attention, il lui fit parvenir une icône rare en cadeau. Quand il fut invité à une réception à l'ambassade russe, le tsar lui proposa alors de reprendre du service au palais impérial.
Pierre Cubat réfléchit et répondit favorablement à la requête du tsar. En mars 1897, il repartit pour la Russie, laissant son restaurant à son frère Louis. Il fut nommé kammerfourrier, c'est-à-dire officier de bouche du tsar, portant l'habit et l'épée en remplacement d'Eugène Kranz. Il supervisait les cérémonies officielles et la vie quotidienne de la famille impériale. Il organisait aussi de grandes réceptions officielles, des dîners de gala et les fêtes de l'Empire qui pouvaient atteindre 2500 à 3000 couverts. C'est lui qui chapeauta les repas à l'occasion de la visite des présidents français Félix Faure en 1897 et Émile Loubet en 1902. Passionné par les produits du Sud-Ouest, Pierre Cubat s'y rendait chaque année pour faire ses courses et ramener à la cour de Russie vins de Bordeaux, truffes et foie gras. Il faisait aussi servir de l'eau minérale d'Alais et des agneaux de la haute vallée de l'Aude à la cour de Russie. Tous ces produits régionaux se retrouvaient dans les menus servis au tsar. Ainsi, le 28 août et le 13 septembre 1891 furent servis du bœuf en daube et foie gras. Le 20 septembre, des aspasies de gélinottes aux truffes. Le 31 mai 1898, une tabale de foie gras Régence aux truffes. Et le 9 janvier 1912, du pâté de foie gras. Pierre Cubat travailla probablement à la cour de Russie avec Joseph Darricot, ancien pâtissier du tsar qui était rentré à Bordeaux en 1913 pour installer sa pâtisserie. La pâtisserie Darricot est toujours d'actualité en 2024 à Bordeaux. Il aurait pu travailler avec un cuisinier lyonnais, Johannes Ducerf, qui avait rejoint les cuisines impériales entre 1915 et 1917 avant de rentrer en France pour ouvrir l'Universel, place des Terreaux à Lyon. Pierre Cubat étant déjà rentré définitivement en France en 1914, Johannes Ducerf avait probablement travaillé avec son successeur Charles Olivier. Pour la petite histoire, Johannes Ducerf était le grand-père de Jacques Martin, et c'est dans son restaurant, l'Universel, que le père de Paul Bocuse, Georges Bocuse, fit son apprentissage en 1912. Nous avons parcouru la vie professionnelle de Pierre Cubat entre 1872 et 1914. Cependant, celui-ci a aussi eu une vie privée très active en dehors de la cour impériale. Dès son arrivée à Saint-Pétersbourg, il rencontra Marthe Martin à l'église catholique Sainte-Catherine qui devint son épouse et lui donna 16 enfants, dont 8 périrent lors d'une épidémie de rougeole et 4 travaillèrent dans les cuisines de la cour impériale. Il avait 2 frères, André et Louis, qui devinrent maîtres d'hôtel respectivement du grand-duc Michel de Russie et d'un lord anglais. Un peu plus tard, il rencontra une jeune modiste de 33 ans, sa cadette, Marguerite Léguillet. Il l'installa à Saint-Pétersbourg, lui finança une boutique de chapeaux pour femmes et elle devint la modiste attitrée de la cour. Il divorça en 1908 de Marthe Martin pour épouser Marguerite Léguillet en 1910. Il accompagnait régulièrement les tsars à Yalta, station balnéaire de la mer Noire, surnommée la perle de la Crimée, au palais de Livadia, qui nécessitait un voyage en train de 72 heures pour parcourir les 2000 km qui la séparaient de Saint-Pétersbourg. Il en profita pour acheter dès 1890 une villa à Yalta pour sa famille et ouvrit même en 1903 un magasin d'épicerie fine avec caviar, olives, saucissons, saumon, jambon, biscuits et champignons. En souvenir de cette période fastueuse, il fit construire une splendide villa à Alais à laquelle il donna le nom de Villa Livadia. Enfin, il laissa 2 recettes à la postérité, des recettes attachées au palais Livadia, le cochonnet à la Yalta et le pâté à la Livadia. Le premier était un petit cochon farci avec de la bouillie de sarrasin à laquelle on ajoutait des tripes et quand le cochon était rempli, on y versait un verre de Porto. Le second était une terrine de foie de bœuf. Au début de 1914, il avait 71 ans et sentant les tensions monter en Europe, il décida de rentrer définitivement en France avant que la Grande Guerre n'éclatât. Il était au service des tsars depuis près de 40 ans et estimait mériter sa retraite. Ce jour-là, Pierre Cubat avait rendez-vous dans le bureau du tsar pour lui faire ses adieux. Les 2 hommes échangèrent quelques bons souvenirs pendant un moment, puis Nicolas II l'informa qu'au titre de ses bons et loyaux services envers la cour de Russie, il lui verserait une rente viagère à vie. Enfin vint le moment de la séparation, une séparation qui, comme chacun le savait, était définitive. Les 2 hommes ne se reverraient plus jamais. L'émotion était à son paroxysme. Soudainement, Nicolas II se recula, retira ses boutons de manchette et les lui offrit en lui souhaitant une retraite bien méritée dans son pays. Pierre Cubat apprécia le cadeau à sa juste valeur, car ces boutons de manchette lui avaient été offerts par le peuple russe à l'occasion des festivités du tricentenaire de la dynastie des Romanov célébrée en 1913. Il le remercia chaleureusement et quitta définitivement le palais impérial avec le sentiment du devoir accompli et la satisfaction de la reconnaissance impériale. Il pouvait maintenant vivre une retraite heureuse avec son épouse, Marguerite, à Alais-les-Bains.
Quelques mois plus tard, il fut remplacé à la cour impériale par Charles Olivier, qui œuvra jusqu'en 1917 avant que Ivan Kharitonov, un cuisinier russe formé à Paris et chef cuisinier de Pierre Cubat à la cour impériale, ne prenne en main ce qu'il restait des cuisines privées du tsar, alors en exil à Ekaterinbourg. Dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918, sur ordre de Lénine, le tsar Nicolas II, son épouse, sa famille et son cuisinier Ivan Kharitonov furent assassinés. Pierre Cubat décéda à Alais-les-Bains le 6 octobre 1922. Ce fut la fin de l'Empire russe et de l'aventure de Pierre Cubat à la cour impériale de Russie. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que cet épisode vous a été profitable. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir mon initiative sur Apple Podcast en faisant défiler la page de mon podcast Histoire et Gastronomie jusqu'à la section Notes et avis et en laissant une note 5 étoiles et un commentaire. Si vous souhaitez entrer en contact avec moi pour une conférence, une intervention dans une école ou un projet éditorial, vous pouvez me joindre sur Facebook ou LinkedIn sous mon propre nom, Yves Rouèche. À bientôt, j'espère, sur Histoire et Gastronomie.